Lila. Lila, on commence. Ai, a Flor.
C'est le Dieu. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon. Alors, désolée, il y a eu une coupure d'Internet, d'électricité. Alors, c'est Madame Lou Ben Hader, je suis psychologue clinicienne à ETDR. Je suis très heureuse, très contente de partager mon expérience, mon petite expérience avec vous. J'essaie de vous rapporter le maximum d'informations sur le rôle de neuropsychologue dans la prise en charge des patients parkinsoniens. Donc, professeur Hicham, professeur Bouaita, ils ont très très bien expliqué la pathologie, les symptômes, la stimulation, les traitements. Ils ont parlé de la variété, la richesse du tableau clinique. Donc, chez les patients parkinsoniens, on trouve les troubles moteurs et comme on trouve des troubles non moteurs. Donc, comme la dépression, l'anxiété, l'apathie, les troubles cognitifs, les troubles du langage, les troubles de l'écriture. Et c'est là commence et là Yannick, le rôle du neuropsychologue s'impose. Pour parler de l'intervention du neuropsychologue, on va commencer d'abord par l'annonce de diagnostic. Je ne sais pas s'ils entendent ou pas. J'ai pas de. Ça se bloque. Je ne sais pas. Mais ça défile pas. Oui, continuez. On vous entend. Ça défile pas. Il y a toujours un problème de. Pas du tout. Non. Non, ça défile pas. Non. Ça défile pas. Ah oui. Ça défile. On voit maintenant l'annonce du diagnostic. Très bien. Donc, la première consultation, le premier rôle du psychologue commence dès l'annonce de diagnostic. Donc, la consultation de soutien à l'annonce de diagnostic s'impose vraiment, elle a toute son importance. Donc, l'annonce de diagnostic, c'est le temps d'écoute, de soutien et d'information pendant lequel le patient il peut s'exprimer. Donc, il s'exprime par rapport à sa pathologie, son vécu, comment il a pris l'annonce, est-ce qu'il connaît la maladie ou pas. Il va poser des questions. Surtout que le professeur Hicham nous a expliqué qu'on peut avoir beaucoup de symptômes. C'est-à-dire, généralement, nous, les Algériens ou les patients, la maladie de Parkinson, c'est le tremblement. Mais la majorité des patients, ils connaissent pas que on peut avoir un Parkinson avec une rigidité ou la autre symptôme. Donc, dans la consultation de l'annonce de diagnostic, ils vont forcément poser la question, peut-être c'est pas le bon diagnostic, moi je tremble pas, donc est-ce que je dois consulter un autre médecin? Tout ça, c'est de l'anxiété, c'est de la peur, c'est un moment, finalement, c'est un moment de doute. Donc, il est très très mal vécu, surtout si on a l'habitude de voir des patients avec une brutalité de l'annonce. Donc, l'annonce de diagnostic ne se fait pas dans des conditions meilleures où il prend bien son annonce. Donc, dans la première consultation où le psychologue intervient, il doit rassurer le patient, l'informer le maximum, l'écouter. Et cette annonce ne concerne pas seulement le patient, elle concerne même ses proches. Des fois, le patient il demande à son médecin traitant ou son psychologue d'intervenir auprès de ses proches pour leur expliquer la maladie. Donc, l'annonce de diagnostic, elle est très très importante. Donc, la présence du psychologue, elle est indispensable dans l'annonce de diagnostic. Un autre élément dans l'annonce de diagnostic que le psychologue prend en charge, c'est le profil. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la démarche de la prise en charge future de ce patient? Donc, chaque patient, il a son profil et il est spécifique. Donc, ça se ressemble jamais de Parkinson ne se ressemble jamais. Donc, on doit prendre en charge chaque patient selon sa personnalité, son profil, son vécu,
Donc, tout ça, on le prend en considération pour voir, pour nous permettre de connaître quand même la démarche qu'on va la faire par la suite pour sa prise en charge, que ce soit médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc, ça, c'est le premier rôle. Euh, Par la suite, le psychologue, il doit s'intervenir dans les consultations de suivi. Donc, quelles sont les consultations de suivi? C'est des consultations, c'est un temps de parole pour le patient afin de faire le point sur son vécu par rapport à sa maladie ou bien autre événement. Parce que elle nous a expliqué, professeur Hicham, les premiers temps, les premières années de la maladie, le patient se comporte très bien. Donc, il n'a pas les fluctuations, il ressent pas vraiment le retentissement de la maladie. On peut ne pas le voir pendant ce temps. Il peut se présenter tant de mois après l'annonce, même tant d'années après l'annonce. Dit qu'il commence à avoir des fluctuations, les complications de la maladie. Donc là, c'est des consultations qu'on peut les mettre en cours à partir de l'annonce, comme on peut les faire tant d'années après l'annonce de diagnostic. Ça peut permettre de trouver des solutions pour une meilleure gestion de vie, de quotidien, l'aspect professionnel, familial. Ces consultations peuvent être organisées à tout moment, donc à partir de l'annonce, même à distance, ou aussi on peut les faire en groupe. C'est-à-dire, on peut faire une consultation individualisée pour chaque patient, comme on peut faire des consultations de groupe de parole et ça marche très, très bien. Donc, le psychologue, il doit vraiment faire des consultations de suivi après la consultation d'annonce de diagnostic. Un autre rôle qui s'impose, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique a prouvé son efficacité dans la prise en charge de toutes les maladies chroniques. Mais aussi, elle a son rôle dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Alors, c'est une démarche très structurée. On peut pas faire une éducation thérapeutique comme ça. On donne un rendez-vous, il se présente, ça se fait jamais de cette manière. Donc, c'est une démarche très structurée, organisée en 3 étapes. La première étape, c'est l'évaluation des besoins. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise en charge des patients parkinsoniens, elle est très spécifique. Donc, chaque patient, il a ses besoins. Professeur Hicham a mis le point sur, par exemple, le traitement. Il y a des patients qui vont dire que moi, je ne suis pas gêné par le symptôme, donc je préfère de ne pas prendre le médicament. On prend en considération son avis, on respecte, et bien sûr, on va adhérer. Ça, c'est ses besoins. Donc, selon ses besoins, il y a un autre patient qui va dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer ma vie professionnelle. Je travaille, j'aimerais bien gérer mes symptômes en sorte que je continue ma vie professionnelle sans aucun problème. Il y a un autre patient qui va nous dire, moi, je vais faire un poste aménagé, je dépose ma retraite. Ça dépend de la situation de patient. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vivre chez moi avec une meilleure qualité. Donc, les besoins, ils sont différents. C'est pour ça, elle est spécifique pour chaque patient, elle est structurée. La deuxième étape de l'éducation thérapeutique, c'est les objectifs à atteindre. Donc, aussi, comme il nous a expliqué professeur Hicham, que le traitement, c'est un traitement symptomatique. Donc, quand il se présente le patient avec un tremblement et on va commencer la thérapie ou l'alliance thérapeutique, c'est vrai que le patient, il va s'attendre à guérir. Donc, on va établir un objectif. On va essayer de faire comprendre que c'est un traitement symptomatique. On va gérer le tremblement, mais ça va pas rentrer dans l'ordre. On essaie de réduire les moments de tremblement. Donc, c'est ça les objectifs à atteindre. Sinon, le patient, il sera déçu par la suite. Il va complètement quitter la thérapie ou la prise en charge. Il va même arrêter son traitement. Donc, il faut faire très attention de faire toujours un objectif à atteindre. La troisième étape de l'éducation thérapeutique, c'est l'acquisition des compétences. C'est indispensable de faire une acquisition des compétences avec tout ce qui concerne sa maladie, son vécu et son quotidien. Parce que actuellement, tous les maladies chroniques, on parle pas de traitement, mais on parle de qualité de vie. C'est-à-dire, le traitement uniquement, il n'est pas, on va pas apprécier l'amélioration ou bien le bénéfice si on ne prend pas en charge sa qualité de vie.
Donc, il faut faire une acquisition complète de compétences. L'acquisition des compétences, elle a deux pôles, je dirais, elle a deux piliers. Le savoir, c'est-à-dire tout ce qui est théorique, qu'est-ce que c'est la maladie de Parkinson, quels sont les symptômes, quels sont les signes qu'on peut les avoir par la suite, quelles sont les complications, comment on prend les traitements, tout ça, mais aussi le savoir-faire. Comment exécuter la théorie en pratique? Comment on doit gérer? Par exemple, elle nous a parlé aussi, professeur Hicham, par rapport à la kiné. Dans l'éducation thérapeutique, on parle de la rééducation. La rééducation, ça reste aussi spécifique pour ces patients. Elle nous a parlé de big and fast. C'est-à-dire, on peut pas demander aux patients de faire des exercices standards, comme ils font celui qui fait du sport, celui qui a une autre pathologie. Pour les patients parkinsoniens, tout ce qui est big and fast, ça veut dire, si on lui demande de faire la marche, c'est faire la marche avec des grands pas. Si on lui demande de parler à haute voix, de rééduquer sa parole, on lui demande de parler à haute voix. Donc, tout ce qui est grand et intense, big and fast. C'est ça les compétences qu'on doit vraiment insister et parler dans l'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique, on peut discuter sur divers sujets, par exemple la gestion de stress, le sommeil, les traitements médicamenteux, l'activité physique, la voix, la parole, la communication, et ça sera efficace si elle se fait avec l'équipe pluridisciplinaire, le neurologue, le neurochirurgien, la psychologue, l'orthophoniste, le kiné, même l'assistance sociale, parce que ça demande vraiment une paperasse de prendre en charge les médicaments, etc. Donc, c'est des séances que le patient, il doit avoir des réponses à toutes ces questions. L'éducation thérapeutique se fait en mode individuel, mais aussi elle est très réussie en mode collectif, ça veut dire en groupe. Voilà, ça là l'intervention du psychologue, elle est importante. Il y a aussi la préparation à la chirurgie. Si l'équipe pluridisciplinaire décide que le patient il est candidat à la stimulation cérébrale, donc le psychologue doit préparer son patient. Comment le préparer? On a 3 étapes à passer, des étapes importante. On peut pas préparer le patient sans passer par ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est déterminer si le patient répond aux critères d'inclusion de la chirurgie. Je vais pas reprendre parce que le professeur Bouaïta, il a vraiment bien expliqué la simulation, il nous a parlé des critères, mais sur le plan psychologique et cognitif, on parle de l'absence de phase de déclin spécifique. Genre, le patient, il n'a pas de trouble cognitif sévère. L'atteinte des exécutifs non importante, malgré il peut avoir quelques troubles de l'attention, de la concentration, de la planification, mais qui reste quand même non importante. Un profil en mémoire épisodique non anamnésique, c'est-à-dire le patient il ne présente pas une atteinte de sa mémoire, surtout épisodique, et une absence d'une démence avérée. Donc le patient il ne présente pas une démence. Ça, c'est les critères d'inclusion sur le plan cognitif et psychologique. Le deuxième point à préparer avant la chirurgie, c'est déterminer les capacités de coopération du patient en père et en post-opératoire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les patients parkinsoniens souvent présentent de la dépression, de l'apathie, d'un manque de motivation. Il faut faire des tests dans la préparation à la chirurgie. Si on trouve que le patient il est dépressif, il manque de motivation, il est apathique, donc c'est pas un bon patient à faire la simulation. Ou bien s'il y a un moyen de traiter tout ça, il faut vraiment gérer. Donc il faut déjà détecter ces défaillances, il faut les traiter. Si ça se traite, tant mieux, il sera candidat par la suite. Si ça se traite pas, donc il sera pas un candidat de la stimulation cérébrale. Le troisième point, c'est vérifier les capacités physiques motivationnelles du patient. Ça veut dire tout ce qui est fatigue. Il y a des patients, déjà la maladie de Parkinson donne une fatigue importante. Si le patient physiquement il peut pas, il n'est pas motivé à faire cette chirurgie, donc on doit le soulever ce point dans la préparation à la chirurgie.
On arrive au bilan neuropsychologique. C'est le bilan qui prend tout son intérêt dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Pourquoi il prend tout ça? Pourquoi il a tout son intérêt? Premièrement, donc, c'est la contribution de diagnostic face aux différents syndromes parkinsoniens. Donc, généralement, quand on fait une évaluation neuropsychologique chez un patient parkinsonien, les troubles, le fonctionnement cognitif, il est globalement préservé. Ça fait partie de diagnostic de la maladie de Parkinson idiopathique. Si on trouve des troubles cognitifs sévères, ou bien des troubles comportementaux, ou bien des troubles cognitif et comportemental, il faut poser la question s'il n'y a pas un autre diagnostic à poser. C'est-à-dire, tout à l'heure, professeur Hicham, elle nous a parlé des PARC+, genre tout ce qui est DCB, PSP, tout ce qui est démence cortico-basale, atrophie multisystématisée, démence à cœur de nuit, tout ça, il faut poser la question si on trouve un fonctionnement cognitif altéré. Donc, on n'est plus dans la maladie de Parkinson. Donc, l'intérêt du bilan, déjà, dans le diagnostic de la maladie de Parkinson, il montre aussi son intérêt dans le suivi et l'orientation du patient quand leur autonomie décline, parce qu'au cours de l'évolution de cette maladie, on peut avoir vraiment une altération de l'autonomie. C'est la progression ou là, c'est l'évolution de la maladie. Donc, en faisant le bilan neuropsychologique, on peut détecter que le patient, il souffre d'une apathie, il souffre d'une dépression. Ces pathologies-là ou ces symptômes-là peuvent altérer la prise en charge. Donc, le patient, il peut arrêter son traitement, il peut ne pas le prendre, il peut le prendre d'une façon anarchique. Tout ça, le bilan neuropsychologique va aider et le neurologue et les autres intervenants dans son soin à voir pourquoi il y a, parce que des fois le patient, il va se dégrader quand il se présente à la consultation. Le neurologue, pour lui, il est traité, il a son traitement qui convient. Mais s'il le prend pas, on va pas voir cette amélioration. Donc, il faut vraiment détecter si le patient, il n'a pas ce problème au cours de son suivi. Le troisième point à chercher, c'est le bilan chirurgical, étant donné que l'implication des noyaux sous-thalamiques des fonctions cognitives. Tout à l'heure, elle nous a montré, professeur Hicham, le circuit cognitif dans le cerveau. Professeur Bourita, il nous a expliqué la stimulation que ça va se faire, ça va impliquer des noyaux spécifiques. Ces noyaux, ils sont vraiment impliqués dans le fonctionnement cognitif. Surtout que on a les troubles cognitifs, c'est-à-dire la sémiologie. Pourquoi on a les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson? C'est par l'atteinte des voies sous-corticales ou la sous-cortico-frontale. Donc, il faut vraiment faire un bilan élargi pour apprécier le fonctionnement cognitif. Donc ça, c'est l'intérêt du bilan neuropsychologique. Alors, quels sont les troubles les plus fréquents retrouvés chez les patients parkinsoniens? On a le profil, ce qu'on appelle le profil Fevavin. Donc, le profil, il est constitué de l'atteinte des fonctions cognitives, du traitement visio-spatial, de l'attention et de la concentration, de la vitesse ou le ralentissement de la vitesse d'information et tout ce qui est mémoire, mais ce n'est pas la mémoire épisodique parce que même dans l'évaluation des fonctions cognitives, on a des signes positifs, on a des signes négatifs. Ça veut dire, quand on fait l'évaluation, on va chercher là où il y a la défaillance, mais on va chercher aussi la préservation de certaines fonctions. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit la préservation du système amnésique dans l'aspect épisodique. Donc, la mémoire épisodique, elle doit être indemne pour dire que voilà, c'est en faveur du profil de la maladie de Parkinson. Les fonctions instrumentales, c'est-à-dire tout ce qui concerne les agnosies, les praxies, le langage, le calcul, ils sont plus ou moins préservés. Il faut aussi chercher sur le plan comportemental et les troubles thymiques, ça veut dire la dépression, l'apathie, l'anxiété. Et tout ça, on a des échelles à passer pour apprécier objectivement l'atteinte de ces troubles. Comment évaluer?
Pour évaluer, il faut aussi des tests qui sont validés et qui sont spécifiques, qui ont montré théoriquement la sensibilité pour trouver le trouble dans la maladie de Parkinson. Donc, pour faire une évaluation, parce que avant de faire une évaluation, il faut respecter le temps, il faut chercher le temps adéquat. C'est-à-dire, on peut pas faire une évaluation, chez un patient qui est en mode off. C'est en mode de fluctuation. Il faut choisir que le patient, il est en on, c'est-à-dire, il n'a pas les blocages, il n'a pas les tremblements, il n'a pas tout ça. Donc, on choisit des tests qui sont adaptés à ta maladie. Il y a un deuxième point qui est important. Il faut faire 2 modes d'évaluation. Le premier mode, c'est l'évaluation globale pour apprécier à peu près des généralités du fonctionnement cognitif. Après, selon les résultats de l'évaluation globale, on va faire une évaluation élargie. Donc, je vous conseille de faire passer aux patients parkinsoniens le mini mental Parkinson. C'est un test qui est très simple. Il prend 15 minutes à peu près en moyenne de passation. Il se compose de 8 items: l'orientation, l'enregistrement visuel, l'attention et calcul, l'affluence, le rappel visuel, le shifting et les similitudes. Donc, il est scoré sur 32. On a une moyenne, c'est-à-dire de 29 à 32, le patient il ne présente aucun trouble cognitif. De 24 à 28, on trouve des troubles cognitifs modérés. Et moins de 24, c'est des troubles cognitifs sévères. Il faut respecter le niveau intellectuel du patient, parce qu'il y a l'effet plancher, il y a l'effet plafond des tests. Il faut respecter aussi la période, la fatigabilité du patient. Et il faut dire que c'est un test de dépistage, pas un test de diagnostic. C'est-à-dire, on peut pas dire il a un trouble de l'orientation à partir de ce test. Ça, c'est un test de repérage. On va repérer quel est le fonctionnement ou quelle est la fonction qu'on doit faire des tests plus élargis, plus pointus pour apprécier et pour poser le diagnostic. Voilà, ce patient, il présente un trouble des fonctionnements cognitifs. Ça, c'est un test de repérage. On passe au deuxième test, c'est test Montréal Cognitive Assessment, c'est le MoCA. C'est un test il est assez bien, il est assez sensible. Le mode de passation, il est simple. Il y a des sous-tests qui sont le visio-constructif, le spatial, la dénomination, la mémoire, bien sûr, en apprentissage, l'attention, langage. On a l'abstraction, le rappel et l'orientation. On peut faire passer ce test en 10 à 15 minutes. Bien sûr, chez les patients qui présentent quand même un niveau, il est traduit, hein, on peut le trouver en arabe. Donc, chez les patients qui ne parlent pas, qui maîtrisent pas la langue française. Voilà. Je vous ai fait un résumé. Il est pratique. Donc, c'est un tableau. J'ai mis l'effet science globale. On peut utiliser les échelles de démence MMSE, le mini mental Parkinson ou l'ALMOCA. Pour les capacités visio-spatiales, on a les 15 objets de pile en batterie, la Wisconsin, on a la figure de Rey, la forme A et B. Pour mémoire, pour évaluer la fonction de la mémoire, on a le rappel libre et le rappel indicé de Grober and Busch, l'implant auditif verbaux de l'AOS 3 ou 4. On a la figure de Rey aussi parce que elle teste aussi la mémoire visuelle. Donc, on a le rappel immédiat différé et la reconnaissance. C'est un très, très bon test, la figure de Rey. On a pour tout ce qui est système attentionnel, la batterie d'évaluation de l'attention, la TEA. Pour les fonctions exécutives, il y a une richesse de batterie. Donc, la batterie frontale, la brève, la tour de Londres, le test de Stroop, le go-no-go, la Wisconsin, l'affluence verbale, les séquences graphiques de lauréat. On a la double tâche de Badley. Donc, plein de tests pour évaluer les fonctions cognitives. Pour la vitesse de traitement de l'information, généralement, on utilise soit le TMT, donc Tree Making Test, soit le test de code de la WISE, soit le SDMT. On a aussi le Stroop qui n'est pas mal. Pourquoi ma fiche saute?
vous entendez ou pas? Je suis en train de lire et il n'y a pas de son. Non, ça doit être. Ah bon? Il y a certains sons qui Ah. Donc ça, c'est un petit peu, c'est un résumé. C'est des tests qui sont, je vous ai choisi ça parce que c'est des tests qui sont disponibles, même sur Internet, vous pouvez les télécharger. C'est des échelles qu'on peut les utiliser, qui sont pratiques, très sensibles et on peut apprécier toutes les évaluations et la déficience du fonctionnement cognitif. Alors, pour la dépression, je vous conseille d'utiliser la BDI, l'inventaire de Beck. C'est un test qui est très global, c'est un test de diagnostic. Donc, ça, c'est pas un test de dépistage. Il peut même faire une auto-évaluation, le patient. Donc, il a une bonne compréhension à un certain niveau, donc il peut même le passer tout seul. Et j'ai préféré que ça soit plus pratique, la présentation. Je vous présente, bien sûr, avec l'autorisation de ma patiente, je vous présente quelques tests, hein, quelques passations de tests, et vous allez apprécier le trouble avec elle. Là, je vais vous montrer, il n'y a pas le son. Je sais pas, vous entendez? Je sais pas. Ça doit être. Ça doit être, oui. Très bien, très bien. Très bien. Donc là, je vais vous montrer un test. Bon, on va évaluer les fonctions exécutives parce que je vous ai expliqué qu'on doit chercher chez les patients parkinsoniens au premier plan les fonctions exécutives, donc l'altération des fonctions exécutives. Là, c'est un test pour la flexibilité mentale, l'attention et la vitesse de traitement de l'information. J'ai choisi. Là, je suis en train de faire l'évaluation globale avec le tree making test. On va voir ma patiente, elle est en train de passer le test. Ah, non. Le premier chiffre, on retourne à la première lettre. On va dans le deuxième chiffre. Deuxième chiffre, je l'ai dit. Très bien, on bat. Ah, excusez-moi, pardon. Je vais vous donner les tests par la suite. Hein. Le premier chiffre, on retourne à la première lettre. On va dans le deuxième chiffre. Deuxième chiffre, je l'ai dit. Très bien, on bat. Troisième chiffre. Vas-y. Maintenant, ça c'est Comme les délais à place, qui va faire dire. فهمتي لا كونسين ديالها الله ينعاودو Là, je vais vous expliquer. Alors là, j'ai donné une consigne à ma patiente. J'ai répété, il faut t'attendre la consigne, hein. Il faut voir le niveau intellectuel. C'est des points qui sont importants. On peut pas mettre le patient en situation d'échec. Il faut le niveau de scolarité. Ma patiente, elle a un niveau plus de 9 ans de scolarité. Elle est francophone. Elle maîtrise. Donc, je prends en considération tout ça. J'ai donné la consigne à ma patiente en plusieurs fois, en plusieurs reprises.
J'étais presque sûre qu'elle m'a compris. Mais vous voyez là, le temps d'exécution, c'est ça la vitesse de traitement de l'information. Donc, on parle, en cas de défaillance de cette capacité, on parle de ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Donc, j'ai donné la consigne en plusieurs reprises, en plusieurs fois. Elle n'a pas pu exécuter. C'est pas par rapport, c'est pas, ça veut dire, elle connaît qu'est-ce qu'elle doit faire, mais le ralentissement qui l'a empêché d'exécuter la tâche. Là aussi, il y a l'intervention de la flexibilité mentale. Il y a un défaut de flexibilité mentale de passer à un chiffre à une lettre. On va voir une évaluation d'une deuxième fonction. Là, c'est la mémoire. J'ai utilisé les 5 mots. Là, c'est la phase d'apprentissage. D'accord? Vous allez voir. Problème de son. Visage, velours, église, marguerite, rouge. عندك les 5 mots. Les 5 mots نعاوديهم لي وحدك هاي. Très bien. Super, très bien. Bravo. Là, vous avez vu, il n'y a pas un problème d'apprentissage. Lors de tout ce qui est fonction exécutive, la vitesse de traitement de l'information, la flexibilité, ma patiente avait trouvé des difficultés. Là, au moment d'apprentissage, elle a fait son apprentissage des 5 mots dès le premier essai. Donc là, il faut bien retenir le profil. Comme ça, on va faire vers la fin son profil. La deuxième fonction, alors j'ai oublié de vous dire que il faut faire, pour faire l'évaluation de la mémoire, il faut faire entre l'apprentissage et le rappel une tâche d'interférence. C'est clair que ça sera idéal de faire 20 minutes d'interférence, mais c'est pas grave de faire de 10 à 15 jusqu'à 20 minutes, c'est l'idéal, une tâche d'interférence qui ne relève pas de la mémoire. Vous faites ce que vous voulez à part l'évaluation de mémoire. Donc, la prochaine fonction testée, c'est le contrôle et l'inhibition. Voilà, le contrôle inhibiteur. Donc, on reste toujours dans les fonctions exécutives. Je demande à ma patiente, je vais lire une liste de lettres et je demande à ma patiente qu'elle tape sur la table une fois qu'elle entend la lettre A pour voir son contrôle et son inhibition. Voilà. نعطيك une liste فيها les lettres, فيها حروف l'alphabet. À chaque fois تسمعي la que lettre A, il il faut faut taper taper خطأ خطأ. تسمعي تسمعيني نقول A, taper وحدة. صحيح فهمتي لا كونسيغ. نبدأ très bien. F, B, A, C C, M M, N, A, J J, K K, L, B, B A, F A, K, D, E, A, D A, E A, A J, A A, J M, A O, M F, O A, F A, B. Très bien. bravo. On passe, نعطيك une liste فيها les lettres فيها on passe à la deuxième, À chaque on passe à la deuxième évaluation. Là, on va évaluer la mémoire de travail et calcul. Vous allez voir. Voilà. عندك المية fois, à chaque fois تصير منه 7 100 تحلي 7 شحال شحال يبقى؟ يبقى تصيبيه تزيدي تنقصي له 7 شحال يبقى؟ ainsi de انسي suite دو سويت حتى نقول لك انا خلاص نبداو فهمتي؟ لا لا تقدري على بالي مليان نقصي لها 7 هاي نبدا مليح سي ملاح مليح نحي لها 7 très bien نحي لها 7 7 ملاح لا لا صعبة
هيا نسيك تقدري. Très bien. Bravo. Donc là, vous voyez que j'ai arrêté le test malgré elle a échoué la patiente. Donc le but c'est pas de la mettre en situation d'échec. Donc si elle n'arrive pas à faire, on arrête au bout de 2 échecs, sans lui dire que voilà, parce que en fait le patient il va pas réaliser ses défaillances jusqu'au jour qu'il fasse ses tests. Donc il va jamais réaliser qu'il est ralenti ou là qu'il a des troubles de l'attention, de calcul. En situation des tests, il commence à réaliser qu'il a quand même des troubles cognitifs. Donc c'est stressant. Il faut respecter. Aussi, il faut mettre le patient très à l'aise. Donc on doit avoir une situation de confiance avant passation de chaque test. عندك مية À chaque fois. Là, on va faire la fluence verbale et la vitesse de traitement de l'information. Comme on avait vu dans l'évaluation globale que c'était altéré, on va élargir par ce test. Donc, voilà. ديري لو ماكسيموم تاع الكلمات يبداو يبداو بحرف السين. ما تمديليش لي نون بروب كيما سميرة وسميرة. داكور. ما تعاوديليش الكلمة زوج خطرات. عندك دقيقة واحدة قد ما تمدي لي الكلمة البوان تاعك يكون مليح. فهمتي لا كونسيبت. لي نون بروب فوالا. وما تعاوديليش الكلمة زوج مرات. وعندك وقت تاع دقيقة محدود. دونك يفو فيغ فيت باش تمدي لي الماكسيموم دو مو باش البوان تاعك يكون مليح. هكذا فهمتي لا كونسيبت. هاي Ça va خلاص الدقيقة تاعك. Là, vous voyez le ralentissement de traitement de l'information. Donc, pour que je donne le point à ma patiente, il faut qu'elle me donne minimum 11 mots. Donc là, elle a fait 4 à 5 mots. Il y a eu quand même des problèmes d'accès, des défauts d'accès à son lexique, mais aussi le ralentissement de traitement de l'information. On a bien apprécié ce trouble. ديري لو ماكسيموم تاع Là, je reviens pour faire le rappel. On a fait l'apprentissage des 5 mots. Là, je dois récupérer mes 5 mots. وينسينا الصعب باش هيا ماذا دوك ديري لا ليست دو لا ليست دو مول اللي عطيتها لك من قبل اللي فيها 5 كلمات. مارغريت Très bien. Très bien. فيزاج Oui. Oui. فولي Très bien. Très bien. Bravo. Très bien. Bravo. Donc, vous voyez qu'elle a bien récupéré. Donc, on n'est pas dans le sphère amnésique, qu'elle n'a pas de trouble de la mémoire. Ces défaillances, c'est les fonctions exécutives qu'on a déjà vues dans l'évaluation globale. On l'a détecté, on l'a repéré. On a fait une évaluation élargie par des tests plus pointus. وينسي Donc voilà, en conclusion, le rôle du neuropsychologue fait partie de la prise en charge pluridisciplinaire. C'est un rôle très important qui permet de donner une meilleure qualité de vie pour ces patients. Je vous remercie pour votre attention. Je reviens sur les slides parce qu'ils m'ont demandé qu'ils veulent faire un capture sur les évaluations. Et on va... Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Et je vous laisse mon mail. Comme ça, vous pouvez me contacter pour que je vous envoie des tests. On partage des journées en ligne avec mes collègues. Donc, je suis là pour vous.
Ça, c'est pour la dépression. Le tableau, il est intéressant. Il résume un petit peu ce que vous aurez besoin. Voilà. Ça, c'est le test MOCA. Il y a plein de tests que je peux vous partager par la suite. Et je vous invite à ma consultation pour les personnes qui s'intéressent. Voilà. Et ça, le mini mental Parkinson. Merci à vous. Merci Madame Louman pour cette très belle présentation. C'est moi. Je pense que c'est très intéressant que les gens fassent des petites formations parce que c'est vrai qu'on peut pas tout apprendre dans une communication, qu'il faut la pratique, c'est très surtout pour les psychologues. Peut-être on va programmer dans l'avenir des séances de télémédecine. C'est ça qui c'est est intéressant. pour présenter des cas. C'est pas pour des présentations comme ça de maladies, c'est pour présenter des cas cliniques et aussi pour les tests et tout. Si vous avez des questions, Inch'Allah, on pourra progresser dans ce sens. Donc là, on est en train de voir s'il y a des questions. Je sais que durant cette séance, il y a eu beaucoup de coupures de sang. Désolée. C'est plus fort que nous. On a essayé par tous les moyens. On vous entend. Pour les tests, j'ai vu que les tests c'est des tests. C'est vrai que c'est pas des tests qui sont tous adaptés à notre population. Ouais. On a des petits problèmes pour ça. Parce que c'est des vieux qui parlent en arabe, ils connaissent pas le français, c'est-à-dire on peut pas les appliquer chez tout le monde, hein. Oui. C'est ça la difficulté dans la pratique quotidienne. Mais après, ça reste que toujours il y a un moyen, il y a des moyens. Par exemple, tout ce qui est évaluation de la mémoire, on peut utiliser des tests papier-crayon. C'est-à-dire, si on fait l'évaluation, pas forcément qu'on fasse une évaluation par des mots en français ou là. On peut faire une évaluation avec des 9 images. Par exemple, la TNI. On a une image avec 9 qu'on va faire l'apprentissage, le rappel et la récupération. Donc, il y a toujours un moyen. Il faut vraiment juste chercher et travailler. Donc, mais c'est vrai qu'à la raison, professeur Hicham, des fois, on se trouve limité par rapport les tests. Il faut travailler quand même pour... Donc, est-ce que vous avez des questions? Là, on est en train de voir sur le chat. Oui. Il n'y a pas de questions. Bah, merci pour les participants aussi. Hein. Oui. Oui. Oui, c'est le maladie de Parkinson, ça nécessite, il y a plusieurs intervenants pour donc les gens ils veulent le PDF. Mettre de le PDF. Le PDF. D'accord. Inch'Allah, on va vous l'envoyer, pas de souci. Merci pour tout le monde d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Apparemment, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si c'est bon pour les tests. Il y a qu'un réseau des captures ou là, non? Parce que là, je vois. C'est surtout c'est pour le sang, c'est ça. Oui. C'est des tests en PDF. Vous pouvez nous envoyer un. Ben, je partage avec vous mon mail. Comme ça, vous pouvez m'envoyer ce que vous aurez besoin. Il n'y a pas de problème. Donc, tu leur écris le mail. Mail. Ouais. Écris ton mail, comme ça, ils vont te contacter.
Merci. The best. Merci. Je sais pas très ça va être assis il est là ou pas. Pour continuer en bloc. Passion, c'est intéressant. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, merci, Madame Louben. Merci. J'ai vu sur le chat, il y a quelques questions. قال لك Oui, on essaie de هل descendre. التدخل يكون قبل أو بعد التدخل الجراحي؟ وكاين une question شفتها مقبل على la prise en charge psychologique pour les personnes âgées qui sont atteintes du Parkinson. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez répondu à les deux questions? J'ai pas compris. C'est une question que j'ai déjà notée. La prise en charge psychologique. La prise en charge psychologique la prise en charge psychologique تكون من قبل و pendant ومن بعد la stimulation. من قبل يعني كنا هضرنا في la présentation من قبل قلنا تكون déjà pour la préparation déjà باش نشوفوا est-ce que هذا المريض c'est un candidat ولا لا تاع la stimulation كيفاش نشوفوا إلا candidat ولا لا déjà en faisant le bilan cognitif ما لازمش يكون عنده اضطرابات معرفية مهمة ما لازمش يكون عنده اضطرابات نفسية وعقلية كيما لا ديبرسيون كيما une anxiété généralisée est-ce que الحالة الجسدية c'est-à-dire la fatigue راح تساعدو ولا ما تساعدوش هادوما كامل يليق نطبقوهم وما كاش برك هادو ميم حضور النفسي باسكو كيما قال لنا بروفيسور بوعيطه لو باسيون يكون فاطن في العمليه دوكو سي اون بريباراسيون بسيشيك يسرا لاكتور دو فينالمون دو سا شيرورجي لكن ما حضرناش نفسيا بيان سور يورا ان ستريس لو مود دو بلوك il va voir le matériel يشوفنا لابسين دونك تو سا سي تحضير نفسي دونك هنا راح يكون العامل le rôle تاعو من قبل يتي في هذا الشيء و le rôle تاعو pendant راح يرافق المريض parce que en voyant l'équipe soignante en père opératoire c'est vraiment rassurant للمريض ديالنا ومن بعد كيف parce que العمليه الجراحيه من بين كان هضرنا عليهم بروفيسور بوعيطه من بين les contre-indications post-opératoires c'est qu'on peut avoir des troubles cognitifs parce que la stimulation راح تكون في الجانب تاع الوظائف المعرفيه donc une évaluation post-opératoire s'impose لازم الاخصائي النفساني يعاود يشوف المريض ديالو راح يرافقو فينالمون لا بريز ان شارج تاع المريض تاع الباركنسون قلت لكم تبدا من لا بروميير كونسلطاسيون تاع لانونس دو دياغنوستيك وترافقوا مدى سي ان اكومبانيمون ترافقوا كامل لو شومان تاع لو سويفي ديالو لا دوزيام كيسيون سامحيني ما جي با سيتي بور بروفيسور هيشام Non, moi j'ai pas compris ça. La question qu'elle a posée madame La prise en charge. Je sais pas, vous nous entendez, madame? Bon, il y a une autre question entre-temps. Le professeur Bouaïta a dit que le diagnostic se fait avec la psychologue. Dans quelle mesure? Bon, c'est ça, c'est par rapport aux critères. Parce que parmi les critères d'inclusion, est-ce que c'est un candidat ou là, le bilan neuropsychologique. Le bilan neuropsychologique, donc la mesure, le bilan psychologique s'impose. هو l'équipe كاملين يقولوا est-ce que c'est un candidat ou là c'est par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le rôle et le travail de l'orthophoniste dans la prise en charge pluridisciplinaire? L'orthophoniste c'est une personne ou là c'est une spécialité technique indispensable parce que ما ننساوش بلي المريض بعيدا على لا ستيمولاسيون بعيدا عن الجراحه الناس اللي عندهم مرض الباركنسون من بين الاضطرابات اللي يقدروا يصراو لهم سي اضطرابات في الكلام ليبوفوني دونك لو صوت تاعو راح ينقص تولي عنده اون فوا روك كي يهدر عنده ميم لو كيما نقولوا كاين لو فريزينغ في المشيه عنده تأتأة في الهضره دونك il peut avoir tous ces troubles du langage donc l'orthophoniste عنده دور مهم جدا جدا d'ailleurs on en cherche tellement pour envoyer pour la rééducation orthophonique l'orthophoniste il est très important dans la prise en charge de nos collègues vers la fin bien sûr il peut faire aussi le bilan tout au long de son trajet اللي عنده maladie de Parkinson يكون عنده des problèmes في الهضره يكون في الكتابه aussi la micrographie il est ralenti partout هذا هو le problème تاعو ودايوغ ميم كي هضرنا على لا ريدوكاسيون كو سوا عند لوكين ولا عند لورتوفونيست هضرنا على لو بيغ اند فاست لو بيغ اند فاست هذا يخص الحركه معناتها اي لو موتور المشيه وكلش
mais il faut aussi الهضرة. Donc قلنا يهضر à haute voix, يقرأ à haute voix. Donc l'orthophoniste عنده مكانة كبيرة في la prise en charge. التحضير النفسي عنده أهمية جدا مهمة باش نجانبوا الصدمات النفسية. Bien sûr, Bien sûr, la prise en charge psychologique, elle est très importante. bien sûr. Si on parle sur la tendance à la psychoneurologie, est-ce que cette spécialité existe en Algérie? En fait, c'est pas une spécialité, mais En Algérie, ce n'est pas une spécialité. en Algérie. Mais pas, Les neuropsychologues, c'est les psychologues qui travaillent dans le service. dans des services de neurologie. Ils sont au contact avec les Les pathologies neurologiques. Oui. Mais Donc, après, à l'essentiel, c'est-à-dire à la base, c'est un psychologue clinicien qui fait sa spécialité en neurosciences, en neurologie. normalement, les psychologues qui sont dans des services de neurologie, ils doivent subir des formations sur les pathologies neurologiques باش يقدروا يتفاعلوا مع هذوك الامراض ويتعلموا واش لازم يديروا لهم parce que ماشي les maladies neurologiques c'est des maladies chroniques وكامل la plupart des maladies neurologiques s'accompagnent de troubles psychologiques parce que c'est des malades déjà dès le début pour accepter une maladie en chronique c'est pas facile donc et les complications des maladies au cours de leur évolution des maladies neurologiques donc impose la prise en charge psychologique et aussi ce n'est pas uniquement sur le plan psychologique c'est le plan psychométrique parce qu'il faut tester il faut objectiver les troubles psychologiques qu'il a le patient. Donc, c'est très important, même dans les choix thérapeutiques. Ça aide le neurologue. Donc, les neurologues, on travaille en collaboration avec les psychologues, que ce soit pour la maladie de Parkinson, pour la sclérose en plaques, pour la maladie d'Alzheimer, pour les myopathies, pour toutes les maladies neurologiques. En tout cas, je conseille toujours moi les nouveaux diplômés, les stagiaires de faire le terrain en neurologie parce que c'est un terrain qui est très important. Faire face en neurologie et en neurochirurgie, hein. C'est faire au cerveau, c'est très important. Il faut donner aussi l'importance à l'entourage des patients pour qu'ils nous aident dans la prise en charge. Oui, bien sûr. Parce que la psychologie, donc la neuropsy, ça englobe aussi la prise en charge des aidants. Les aidants, ils doivent subir une consultation. Parfois, quand ils viennent, d'ailleurs, Hajar, elle va vous dire, c'est la vérité, ça. Elle reçoit le malade avec ses parents et elle se trouve à faire du consultation. Avec le palais dents. Avec les dents. Après, il y a eu des recherches qui, théoriquement, il y a eu des recherches qui disent que les dents, يعني يموت قبل المريض. Tellement le stress, tellement des fois ils s'arrêtent ما يرقدوش. Il y a des patients il y a eu une coupure relationnelle ما يفهموش. Donc les dents, c'est pour ça que j'ai mis le point là les dents. في الآخرين قلت لكم avec la prise en charge, que ce soit pour l'annonce de diagnostic, les consultations de soutien ou l'éducation thérapeutique, نديروها مع المريض mais aussi مع les dents parce que les dents il a tout son intérêt la prise en charge bien sûr تاع المريض. Mais non, mais les tests, c'est vrai que c'est important de les avoir. بصح لازم تعرفوا تستعملوهم. Bien sûr. Je pense que les tests, elle peut vous les donner, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut savoir les appliquer. Il faut assister à une consultation de neuropsychologie. Les formations, ils sont importantes. Oui. Parce que finalement, nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des cliniciens. Oui. Si on fait un test, on applique un score, il veut rien dire. Donc, le canal قيت في الموكا 24. Ça veut dire quoi? Parce que les évaluations, عندنا l'analyse qualitative, l'analyse quantitative, pardon. اللي عندنا le chiffre, نقول لك أنا لقيت 24 في الموكا. Mais عندنا l'analyse qualitative. Si j'arrive pas à détecter وراهم les défaillances cognitives, ben ça sert à rien de faire le test. Si on n'interprète pas, si on trouve, parce que finalement il y a une sémiologie de symptômes. وقتاش وكيفاش وعلاش où on peut trouver une lésion في الcerveau اللي تمد لنا هذا التروبل. Le bilan, oui. Le bilan, il prend combien de temps pour finir? Il prend combien de temps pour finir? Ça dépend. C'est pour ça que quand قبل ما هدرت لكم على l'évaluation, quand il faut choisir le moment. Il y a des patients qui sont toute la journée bloqués ou là ils ont des tremblements. Donc
on peut pas c'est-à-dire ياخدنا بزاف الوقت يومين 3 ايام. On va choisir les moments اللي نديروهم. Mais généralement chez les patients qui sont stables, qui sont bien, ياخدنا quand même 2 heures de temps en moyenne, hein, en moyenne. Donc, il y a eu le bilan neuropsy, il diffère bien sûr le temps تاعو, ça dépend. Ça dépend de la maladie déjà, le stade de la maladie, qui compte au début où le maladie est plus flexible, plus facile et tout. Plus tu en prends un stade avancé où il a des troubles cognitifs importants et tout, ça prend beaucoup plus de temps. Bien sûr, ça prend plus de temps. Donc, le temps n'est pas bien défini. Donc, c'est vrai qu'il y a des tests qu'on fait passer pendant, c'est limité. Donc, les tests, donc limités, ben, t'as 1 minute ou là pour répondre, il faut 1 minute, Ils sont scorés, chronométrés. Ça, qu'il y a des tests, ce qui m'a dit le professeur Hicham, c'est des batteries. Ce n'est pas des tests. Donc, la batterie, déjà, ça prend du temps oui. à se réaliser. Parfois, le malade, fait 2-3 séances. C'est ça. Je suis pas qu'une seule séance. Tout à fait, tout à fait. هل تستعيد ولا تستعيد Il a fait l'annulage aussi parce que c'est très important. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que العائلة هي اللي راهي تخدم. Donc, le psychologue, Là, il y il a voit la une fois consultation. Ouais. par mois ou là, une fois tous les 15 jours, là, ça dépend, mais la prise en charge la plus importante, c'est à la maison. Et c'est bien, qui redonne à l'éducation thérapeutique, redonne à les compétences, l'acquisition des compétences. هنا العائلة كي تعرف باللي المريض يعني المعلومات اللي حقوها elle va mieux gérer المريض تاعها. Donc كي تعرف بليك المريض il a une dépression, كي تعرف المريض il a des troubles de la constipation, des troubles je sais pas des vertiges. Tout ça راح يساعد العائلة في la manière كيفية التصرف مع المريض تاعها. Et puis احنا نعاودوا ونروحوا ونولوا لا كاليتي دو في. لا كاليتي دو في حتكون اوبتيمال. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Il y a plus de questions. Merci. بالنسبة لفضلكم أريد ذكر تخصصكم الاستخدام في وضع التقرير. حول هذا من فضلكم أريد ذكر تخصصكم لأجل استخدامه نفس التخصص تاعكم psychologue clinicienne. هذه Je suis برك خدمت يعني في le service de neurologie. J'ai eu de la chance. J'étais formée par professeur Bouaïta que je le remercie. هنايا راني مع mes collègues professeur Hicham. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'assister معاهم. يعطيكم الصحة. Je partage معكم le mail. Si jamais vous aurez besoin des tests, c'est promis que je vous envoie tout. Je ما نغلطش نمد لهم exact. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Donc, elle va vous donner, Madame Louban, le mail. Donc, تحطها لكم هنايا. اللي يسحق توضيحات ولا على les tests, على la prise en charge psychologique et tout des patients. Et là, il est correct. H. Louban. Avec 4 et en face, gmail.com. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette formation. C'était vraiment très bénéfique. Inch'Allah, on va programmer d'autres thèmes avec d'autres pathologies. Inch'Allah. Merci pour tout le monde. Merci de votre participation. Et à la prochaine. Merci. Inch'Allah. Merci. Merci. Allez, au revoir tout le monde. ما كانش لي ميسيسي كاين هاي نعاود نكتبه. Gmail. Allez, on commence. Avec une main. Si t'as des claviers. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Voilà. Voilà.